bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer aujourd'hui de nous exercer à pratiquer une compétence. Cette compétence était savoir analyser un document. La semaine dernière, on a vu comment présenter un document, comment trouver des informations importantes sur le document. Aujourd'hui, il va falloir que l'on s'intéresse à comment utiliser un document pour répondre à une question qui vous est donnée. Alors, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, vous aurez un test sur Cuisinière pour mettre en application un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je vais faire comme la semaine dernière, je vais vous donner un seul code pour toutes les quatrièmes, avec votre prénom plus la classe. Voilà, ça a bien fonctionné, et ça sera plus simple pour vous de pas vous tromper, enfin pour pas vous tromper de code, etc. La première étape pour analyser un document, c'est de le présenter. C'était l'objet de la vidéo de la semaine dernière. Je vous fais un rapide rappel à ce sujet et puis aussi quelques petites remarques par rapport au quiz que vous avez fait. Donc pour présenter un document, il faut donner la nature, l'auteur, la date et la source de ce document. La remarque qui m'a été faite, qui m'a été soumise de la part de certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'était de me dire mais est-ce qu'on peut donner le titre du document ou bien résumer en fait ce qu'il y a dans le document. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je vous ai demandé de faire. Dans mon esprit, en fait, le titre du document est pas forcément donné, ou parfois il peut être un petit peu trompeur, mais c'est tout à fait possible de l'évoquer ou, si vous n'avez pas de titre qui vous est donné, de résumer en une phrase le document, le sujet du document. Euh, Ça c'est vraiment, c'était une bonne remarque, c'était une bonne idée. Dites-vous bien qu'on ne vous reprochera jamais de trop en dire. On vous reprochera de ne pas assez en dire, de ne pas donner assez d'informations, mais on vous reprochera rarement, si ce n'est jamais, d'aller un peu trop loin dans l'énumération des informations pour présenter le document. Donc oui, vous pouvez citer le titre du document s'il vous est donné, ou bien résumer de quoi parle le document. La deuxième remarque, c'était par rapport à certaines réponses que vous m'avez soumises. Certains d'entre vous essayent d'inventer une source ou d'inventer un auteur. Je pense que c'est tout simplement l'effet du stress en se disant mince, il me manque des informations, j'arrive pas à donner assez d'informations, donc bon bah je vais inventer la source ou je vais inventer l'auteur. Là par contre non. Ça, vraiment, il faut bien se garder de le faire, parce qu'en fait, ça montre que, du coup, vous n'avez pas compris ce que c'était que la source, ou ce que c'était que l'auteur, la nature, si vous l'inventez. Donc gardez bien à l'esprit que dans l'idéal, on aimerait avoir la nature, l'auteur, la date et la source, éventuellement le titre, mais dans la pratique, parfois, ces informations-là ne vous sont pas données. Donc c'est à vous d'arriver à faire le tri dans les informations et de dire, bon ben là, j'ai un document qui ne me donne pas la source, qui ne me donne pas la date, ben tant pis, je ne la donne pas, je me contente de donner l'auteur et la nature. Éventuellement, pour contrebalancer, vous pouvez résumer un peu le document, ça vous permet d'avoir une petite présentation qui est quand même étoffée, euh, sans craindre d'avoir raté des informations. Une fois que l'on a présenté un document, la deuxième étape consiste à utiliser le document, puisque généralement on va vous poser une question et que l'objectif c'est de répondre à cette question. Donc pour utiliser un document, il faut le citer, enfin savoir citer, extraire et exploiter des informations. Alors, il y a trois niveaux d'acquisition en fait de cette compétence. Le premier niveau d'acquisition, c'est un élève qui va savoir relever et citer une information importante pour répondre à la question. C'est-à-dire qu'il se contente de lire le document et il arrive à repérer dans le document l'endroit qui va lui permettre de répondre à la question posée. Le deuxième niveau d'acquisition, c'est un élève qui sait faire le premier niveau, relever et citer l'information, et qui en plus sait résumer l'idée principale, ce qui va lui permettre de développer un petit peu plus sa réponse. Et enfin, le troisième niveau, c'est de savoir relever, donc toujours pareil, faire le niveau 1, niveau 2, relever, citer, mais en plus de reformuler ces informations pour répondre à la question.
Alors la différence là, c'est que l'élève va être capable de s'imprégner de la réponse, de la citation, et au lieu de se contenter de citer entre guillemets le texte, il va réussir à réexpliquer, à reformuler les idées principales, les informations principales du document. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de savoir si vous êtes niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, parce qu'on peut toujours approfondir, on peut toujours aller plus loin dans les niveaux d'acquisition. Vous, votre objectif, c'est d'en maîtriser au moins un. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou un autre, peu importe, il faut que vous soyez au moins capable de faire le premier niveau d'acquisition. D'accord? Donc, en fait, la différence fondamentale entre ces niveaux, c'est simplement le degré d'approfondissement de la compétence. Plus vous êtes capable d'approfondir, d'aller loin, de reformuler, de vous approprier les informations, plus l'enseignant verra que la compétence est maîtrisée. Pour analyser un document au collège, vous aurez toujours une question pour vous guider dans ce que vous devez chercher. Alors, vous allez me dire, mais c'est évident, mais non. Parce que au lycée, en fait, vous serez seul face au document. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire, voilà, vous avez tel exercice, c'est une analyse de document, vous avez tel document, alors généralement le document est beaucoup plus long que ceux qu'on vous donne au collège, et votre travail, ça sera tout seul, à partir du document, de la lecture, de la relecture du document, d'arriver à en sortir un intérêt historique. Ou géographique, hein, ça peut être l'exercice existe aussi en géographie. Sauf que pour faire cet exercice-là au lycée, évidemment, il faut vous préparer et petit à petit, voilà, commencer avec des petits documents, avec des questions qui vous guident, qui vous donnent l'habitude d'analyser des documents pour que, en terminale, vous soyez capable, tout seul, face à un document historique ou géographique, d'en faire l'analyse complète. Alors, la méthode pour analyser un document au collège. Première chose, c'est de lire le document une première fois. En le lisant, vous allez vous assurer que vous avez compris sa globalité. On ne cherche pas à analyser phrase par phrase. On veut savoir si vous avez compris le texte dans son ensemble. Cela suppose de définir, de s'arrêter un petit peu sur les mots inconnus. Donc il y a plusieurs manières, hein. Vous pouvez les souligner, les surligner, au crayon, les annoter, pour voilà, éventuellement devoir les chercher pour les comprendre et être sûr de ne pas faire une fausse interprétation du document. Une fois que vous avez lu le document une première fois, vous allez lire la question et vous assurer de sa bonne compréhension. Cela peut passer par une reformulation dans sa tête, voilà, pour être sûr que vous avez bien compris ce qu'on attend de vous. Et il faut ensuite faire l'effort de relire le document une deuxième fois, mais cette fois-ci la lecture doit être active, car vous devez au fur et à mesure de votre lecture identifier le passage qui peut vous permettre de répondre à la question. Donc je résume, première étape, lire le texte une première fois, ensuite lire la question et s'assurer de bien la comprendre, et enfin relire le texte en ayant en tête ce que l'on cherche. Donc je vais vous proposer de mettre en place cette méthode avec plusieurs documents pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. Commençons. Première étape, je lis le texte. Et quand je dis je lis le texte, je lis tout le texte, tout ce qu'il y a à lire. Document 4, la violence de la conquête de l'Algérie. Chers frères, je me suis battu presque tous les jours, de 5 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. J'ai laissé sur mon passage un vaste incendie. Tous les villages, environ 200, ont été brûlés, tous les jardins saccagés, les oliviers coupés. Les Kabyles, au nombre d'environ 2000, avaient fait la faute de s'entasser sur une longue crête boisée, défendue à gauche par un ravin profond et à droite par une plaine accidentée. J'ai envoyé dans le ravin le bataillon de tirailleurs indigènes. Au signal d'un coup de canon, toutes les troupes se sont élancées au pas de charge. La cavalerie a coupé la retraite aux Kabyles à plus de 2 kilomètres et les a rejetés dans un ravin et sur les baïonnettes des zouaves. Alors ce n'a plus été qu'une déroute et un massacre. 431 Kabyles comptés sont restés sur le terrain. Lettre du général de Saint-Arnaud à M. de Forcade le 25 mai 1851.
Alors je pourrais lire en plus les définitions puisque elles vous permettent de comprendre un petit peu des mots compliqués. Vous avez ici les oliviers coupés, on vous explique que ça fait référence à la terre brûlée, une tactique de guerre. Les Kabyles, on vous explique que ce sont des habitants de la Kabylie. Et les Zouaves, le nom des soldats français combattant à pied. Ce texte, vous le connaissez, on l'a déjà étudié dans le cours, je vous l'avais déjà lu. Il y a simplement ici une faute d'orthographe qui a été retranscrite. Voilà, donc j'ai un petit peu corrigé, barré la faute, et puis là il faudrait mettre un « et » accent aigu. La cavalerie a coupé avec un accent aigu. Voilà, donc j'ai lu le texte. Vous avez peut-être, vous, surligné des mots, d'autres termes qui pourraient vous poser problème. Alors, par exemple, une crête, sur une longue crête boisée, c'est un terme géographique, hein. Une crête, c'est un endroit où vous allez avoir un relief, le bord d'une petite montagne, par exemple. Pour un exemple tout bête, une crête sur les cheveux, par exemple, bah, c'est une excroissance, c'est quelque chose sur lesquels vous allez avoir des cheveux qui vont être mis avec du gel, et puis ça forme une sorte de crête. Bon, bah, en fait, il faut s'imaginer la même chose pour une montagne, une espèce d'excroissance sur le bord duquel vous allez pouvoir marcher. Voilà. Et puis, vous avez peut-être d'autres termes comme une plaine accidentée. Donc là, accidentée, ça suppose que votre plaine, elle va avoir des trous, des bosses, des endroits comme s'il y avait eu des accidents dessus. Elle va pas être toute plate, rectiligne. Voilà, je pense qu'au niveau du vocabulaire, ça devrait être bon pour le reste. Le paratexte est important, c'est pour ça que j'ai tenu à le lire. Donc le paratexte, c'est ce qu'il y a autour du texte, ici, ici, et puis aussi le titre. Ce paratexte, il va falloir aussi s'y intéresser pour présenter le document. De toute façon, la présentation du document, elle est quasi innée, hein. Il faut vraiment que le point de départ, ce soit toujours la présentation du document. Donc là, par exemple, pourquoi c'est important de présenter le document? Puisque en présentant le document, on va dire qu'il s'agit d'une lettre. La nature du document, c'est une lettre, l'auteur c'est le général de Saint-Arnaud, la date 25 mai 1851. Donc on se rend compte que c'est une lettre qui date de la période qu'on étudie, hein, puisque là, depuis le début du confinement, on est sur le 19e siècle. Le fait que ce soit une lettre, ça suppose que le général raconte sa vie à quelqu'un. Bon, on sait pas trop qui c'est cette personne, un ami, un membre de la famille, un supérieur hiérarchique, on sait pas trop. Mais il va raconter son point de vue à lui. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'historiens, il va falloir qu'on prenne un minimum de recul par rapport à ce qui est tenu, par rapport aux propos qui sont tenus. Peut-être que le général va en rajouter, peut-être qu'il veut impressionner son ami, on ne sait pas. Peut-être qu'il va dire, voilà, il y avait 200 villages, ils ont tous été brûlés, alors qu'en fait, il y en avait deux. Peut-être qu'il va dire, ils ont tous été saccagés, les oliviers tous coupés, les Kabyles, il y en avait 2000. Peut-être qu'il va exagérer. Ce n'est pas forcé hein, qu'il exagère, c'est simplement que nous, en tant qu'historiens, il va falloir qu'on se dise, voilà, là j'ai un document dont l'origine c'est vraiment une personne qui a écrit à l'époque même, qui rapporte des faits à une autre personne qui vit à la même époque que lui, donc attention. Quand vous racontez des choses à vos amis, vous essayez peut-être d'être le plus proche de la réalité, mais ça ne vous empêchera pas parfois d'arrondir les angles, d'en rajouter un petit peu pour impressionner, pour montrer que oh là là, vous avez fait telle chose et c'est beaucoup plus impressionnant que la réalité en vrai. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de lire la question. Donc la question, c'est montrer que la conquête de l'Algérie est très brutale.
Je reviens 2 petites secondes sur ma définition de crête parce que je suis pas hyper satisfaite de ce que je vous ai raconté avec ma comparaison hasardeuse sur les cheveux. Donc je vous mets ce document qui vient du journal Mon Quotidien, qui est très bien fait sur tout ce qui est vulgarisation pour les adolescents, même les enfants. Donc une crête, c'est... Alors, vous avez à droite là un massif montagneux, et donc la crête, c'est vraiment la ligne qui est formée, on vous le dit, par le sommet d'une montagne. Donc c'était un peu l'image que je voulais vous dire avec les cheveux, là, quand vous mettez avec du gel sur la tête, c'est que la crête, c'est l'endroit un petit peu plat où vous allez pouvoir vous déplacer sur une montagne. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez une position un petit peu qui surplombe le reste et vous pouvez regarder les gens qui sont en bas et puis éventuellement décider d'attaquer ou pas. D'accord? Donc là c'est avec de la neige et tout, hein, mais une crête ça peut très bien être à basse altitude. Voilà, c'est simplement cette image de ligne formée par le dessus d'une colline, d'une montagne. Voilà, donc là ça sera un petit peu mieux expliqué comme cela. On revient sur le texte avec la question que je vous ai lue donc tout à l'heure. Cette question, il ne faut pas simplement la lire et puis hop, on passe à nouveau au texte. Il faut la comprendre. Ici, la question suppose de montrer que la conquête de l'Algérie a été brutale. Donc, on a 2 termes importants dans la question. D'une part, conquête d'Algérie, d'autre part, brutale. Déjà, il faut savoir de quoi on parle avec conquête d'Algérie. Ça fait référence à votre cours sur les conquêtes coloniales. Rappelez-vous, on avait parlé du déroulement de cette conquête. Vous savez que c'est une conquête effectuée par qui? Quelle nation a effectué la conquête? Est-ce que vous vous en rappelez? Vous avez une petite aide avec le document déjà. C'est la France. D'accord? Donc ça, c'était ce qu'on avait vu en classe. La France a effectué la conquête de l'Algérie. Deuxième partie de la question, brutale. On vous demande si la conquête a été brutale, c'est-à-dire est-ce que la conquête a été violente. Du coup, comment est-ce que vous allez faire pour répondre à cette question? Il va falloir que vous cherchiez un champ lexical propre à la brutalité, propre à la violence. On peut maintenant relire le texte en ayant en tête ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, ça va être du vocabulaire qui évoque la brutalité. Je ne vais pas relire tout le texte pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais on peut directement aller surligner dans le texte des termes comme incendie, saccagé, des arbres qui ont été coupés, des villages brûlés. D'accord? On peut aussi parler des soldats qui sont présents sur place. Alors, la politique de la terre brûlée, c'est pas dit dans le texte. On vous l'a précisé dans les annotations, mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien, dans le développement de votre question, enfin de votre réponse, évoquer ce phénomène-là. Vous l'appropriez. Là, on est vraiment dans l'appropriation des informations qui vous sont données. Essayez de faire oublier à votre correcteur que un certain nombre de choses a été donné dans le document. Essayez de montrer que vous êtes capable de reformuler, de vous réapproprier toutes ces informations. Alors, je m'attarde pas trop sur le deuxième passage qui est un peu complexe du fait déjà de la faute d'orthographe, là j'ai oublié de la recorriger sur cette diapositive, c'est pas grave. En fait, vous vous rendez compte que à partir de 1, 2, 3, 4, 5, même 6 choses relevées, là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments, vous avez déjà de quoi répondre correctement à la question qui vous a été posée. Le reste du passage, il est intéressant, hein, vous pourriez aussi l'analyser, mais avec déjà ça, vous avez largement de quoi satisfaire votre correcteur. Je vous propose une réponse qui correspond pour moi au premier niveau d'acquisition. Ce document est une lettre écrite par le général de Saint-Arnaud le 25 mai 1851. Il cite « J'ai laissé sur mon passage un vaste incendie » et indique aussi « Tous les villages, environ 200, ont été brûlés, tous les jardins saccagés, les oliviers coupés », ce qui montre que la conquête de l'Algérie a été brutale. Donc vous voyez que l'élève a été capable de citer le texte à 2 reprises différentes, et cela pour prouver
pour montrer, pour prouver ce que demandait la question, à savoir que la conquête a été brutale. C'est tout simple, c'est basique, ça répond aux exigences de la compétence qui est d'utiliser le document pour répondre à une question. Vous remarquez en rose, là ce que j'ai mis en gras et en rose, c'est que j'ai présenté le document de manière, comment dire, à l'intérieur de la question. D'accord? J'ai pas attendu qu'on me demande de présenter le document, je l'ai fait naturellement pour que ça devienne un automatisme. Ici, je vous montre une deuxième manière de répondre à la question qui correspond plutôt au troisième niveau d'acquisition. Je vous la lis. Les Français ont conquis l'Algérie de manière très violente. En effet, la lettre du général de Saint-Arnaud, écrite le 25 mai 1851, nous apprend que les Français ont fait usage de la tactique de la terre brûlée. Cette tactique consiste à ne rien laisser après le passage de l'armée française. Tout est brûlé. Les villages sont incendiés, les jardins sont détruits, les champs agricoles sont rasés. Donc là, en fait, j'ai toujours présenté le document à l'intérieur de la réponse. Ça, c'est ce qui est un point qui montre que l'élève est suffisamment à l'aise avec l'expression écrite, puisque je l'ai introduit dans le texte. J'ai reformulé le vocabulaire, d'accord? J'ai pas dit brutale, j'ai dit violente. J'ai pas dit les jardins saccagés, j'ai écrit les jardins sont détruits. J'ai pas parlé des oliviers coupés, mais j'ai été capable de me rendre compte que les oliviers, en fait, c'est quoi? C'est des champs agricoles, puisque les olives, ça fait partie de la base de l'agriculture de la Méditerranée, avec le blé et le vin. Donc les champs agricoles sont rasés, et j'ai pas dit couper, j'ai dit raser. Donc là, l'élève qui répond de cette manière-là, il a tout autant validé la réponse, la compétence, pardon, que la précédente réponse, que le précédent élève, mais là, il a un degré d'acquisition qui est supérieur. D'accord? Il a pas cité le document, mais au contraire, il s'est permis de se réapproprier les informations du document pour construire sa réponse qui est tout aussi juste. D'accord? Donc, vous en quatrième, que vous répondiez de la première manière ou de la deuxième manière, c'est très bien. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau des points, vous n'aurez pas moins de points si vous avez répondu comme la première manière. La deuxième réponse, là, que je vous présente, que vous voyez encore affichée à l'écran, on est dans un degré d'acquisition supérieur. C'est-à-dire que ça, il faudra que vous y arriviez plutôt l'année prochaine. On peut se dire ça, plutôt l'année prochaine, voire en seconde pour certains, si vous avez encore des difficultés. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Donc plus vous y arrivez tôt, mieux c'est, hein, mais ne vous inquiétez pas si vous en êtes encore à la période, à la citation du document. C'est la première étape, il faut l'acquérir pour passer aux étapes suivantes. On va continuer maintenant avec d'autres types de documents. Je vous propose à nouveau un document que l'on a déjà vu pour que on puisse se concentrer vraiment sur la méthode et non pas sur la découverte du document. Pour analyser une image, la méthode est exactement la même que pour un texte, sauf que on ne va pas chercher les informations tout à fait de la même manière. La première étape, c'est de regarder l'image une première fois. Lorsque l'on regarde l'image pour la première fois, on va simplement s'imprégner de l'ambiance. Il faut comprendre quel est le sujet que l'image traite. Est-ce que c'est une scène historique, une scène de la vie quotidienne, une scène de guerre? Essayez de voir si on ressent plutôt de la joie, de la peur, de la crainte, ou même de l'émerveillement, de l'émotion en fait. Ensuite, on va lire la question et s'assurer de bien la comprendre. Pour lire la question, c'est exactement pareil que pour un texte. On regarde les principaux mots-clés. Et enfin, troisième étape, on regarde à nouveau l'image en ayant en tête ce que l'on cherche. Une fois que les mots-clés ont été bien cernés, il faut retourner voir le document. Et on va essayer de chercher des indices dans l'image qui nous permet de répondre correctement à la question. Donc je vais vous proposer de faire comme pour le texte, on va appliquer ces étapes-là sur ce document-là. Première étape, regardez l'image une première fois. Je relève les éléments qui me permettront de présenter le document. Ça, il faut que ce soit un automatisme.
ici, ils sont concentrés dans ce petit encart. On a l'auteur, le peintre, on a le titre du document, on a la nature du document, une huile sur toile, c'est-à-dire une peinture, et on a la date du document, 1849, et nous avons la source, le Musée national du château de Versailles, c'est-à-dire que ce tableau, si vous voulez le voir, il faut aller au château de Versailles. Donc là, nous avons tout ce qu'il faut, nature, source, titre, non pas le titre, pardon, nature, source, auteur et date. Je remarque donc qu'il s'agit d'une peinture qui date de 1849 et qui représente un événement qui s'est passé un an auparavant, d'accord, en 1848, puisque la date est notée ici. Je remarque que l'on est dans un environnement exotique, comme l'indiquent les palmiers ici, donc ça fait référence à votre cours sur les sociétés coloniales, puisqu'on a vu que les colonies se situaient souvent dans des endroits exotiques. Et j'ai une impression, on va dire plutôt de joie, avec ces personnages centraux ici, une impression de joie qui se dégage de ce tableau. Je repère aussi le drapeau français, important, puisque ça nous permet de situer l'œuvre dans le contexte colonial français. Inutile d'aller plus loin dans l'analyse, puisque nous ne savons pas encore ce que nous cherchons. Alors là, oui. Deuxième étape, lire la question et s'assurer de bien la comprendre. Alors, quand et par qui l'esclavage est-il définitivement aboli? Au nom de quel principe? Vous repérez déjà, très important, qu'il y a deux questions. D'accord? Autant avant on faisait attention en 6e, 5e de vous poser qu'une seule question, autant maintenant on va complexifier un petit peu les interrogations et ça peut arriver que vous ayez deux questions en une seule. Il va falloir les traiter les deux, d'accord? Ne pas en oublier. Alors, première question. Quand et par qui? Donc là, le quand fait référence à une date, on cherche une date, et le par qui, on cherche une personne. D'accord? Donc deux éléments importants, on cherche une date et une personne. Quand et par qui l'esclavage? Alors qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Là aussi, mot-clé très important, c'est le fait d'asservir une population, de rendre esclave une population, de lui enlever sa liberté. Donc voilà, premier terme important. Et deuxième terme très important, aboli. Qu'est-ce que ça veut dire abolir? Ça veut dire interdire. Donc si je reformule, à quel moment et par quelle personne le fait de rendre esclaves des gens est-il définitivement interdit? Vous voyez que j'ai changé chaque terme par un autre, par des synonymes. La question est exactement la même, mais je l'ai reformulée de sorte d'être bien sûr de ce que je cherche. On ne s'arrête pas là puisque nous l'avons dit au début de cette diapo qu'il y avait une deuxième question. Au nom de quel principe? Donc principe, ça fait référence à des valeurs, aux symboles de la République. Vous vous rappelez cette leçon? Alors, il faut faire attention, principe, valeurs, symboles, nous on les a bien catégorisés dans le cours. Bon, ça peut arriver qu'ils soient un petit peu mélangés dans certaines questions. Là, les principes, en l'occurrence, voilà, il faut que ce soit une conception large, à savoir l'égalité, la liberté, la fraternité. D'accord? Ça fait référence à tout ça. Donc, une fois que j'ai bien compris ma question, que je l'ai reformulée, que je sais ce que je cherche, je regarde à nouveau dans l'image, avec, en ayant en tête ce que je cherche justement. Alors, le quand. Est-ce que si je regarde l'image, j'ai une idée de la date? Non, rien du tout. Par contre, la présentation du document nous a permis de voir la date, 27 avril 1848. Donc la réponse en fait était dans la présentation du document, d'où l'importance de cette étape-là. Par qui? Je peux identifier un personnage ici qui a l'air très important. On voit qu'il est seul là sur une sorte d'estrade, alors que tous les autres personnages sont accolés à d'autres personnes. Lui, il est tout seul. Tout seul et sur une estrade, comme je viens de vous le dire. En plus, il a une posture qui est assez
saisissante, puisqu'il est en train de tendre la main, le bras vers le drapeau français. Donc on sait que c'est une personne française. Vos connaissances personnelles vous permettent d'identifier ce personnage comme étant Victor Schœlcher. Là, c'est vraiment pas le document. Le document va vous permettre de relever l'information en disant voilà, le personnage qui a aboli se trouve seul sur une estrade, il pointe vers le drapeau français. Ça va être un début de réponse qui va vous permettre de gagner un petit peu des points. Là où vous aurez tous les points, c'est si vous êtes capable de le nommer d'après vos connaissances personnelles. D'accord? Analyser un document, utiliser un document, c'est aussi faire émerger des connaissances personnelles à partir du document. Le document ne vous donnera pas toujours toutes les informations. Et ensuite, au nom de quel principe? Donc là, il faut analyser les attitudes. Chaîne, là vous avez les chaînes brisées. À votre avis, quel est le principe qui est associé au fait de briser des chaînes? La liberté, effectivement. Vous remarquez aussi que on va accoler des personnes blanches, des personnes noires qui se situent au même niveau. D'accord? Alors, avec une petite nuance quand même, hein, puisqu'on en a ici qui sont agenouillés, qui ont une attitude plutôt de déférence envers les personnes blanches, mais quand même, on note que la population noire se mélange un petit peu avec la population blanche. Donc là, le principe, ça pourrait être un principe d'égalité, voire de fraternité. Ici, on a quand même une attitude où on a l'impression qu'une dame blanche soutient, encourage la dame qui s'agenouille devant elle. On pourrait donc aller vers même le principe de fraternité, la valeur de fraternité. Bon, il faut quand même nuancer tout ça, puisque en même temps, on a, je vous l'ai dit là, une partie du tableau avec des populations qui sont agenouillées, bras tendus, vers le drapeau français. Donc il y a quand même aussi une idée qu'il faut se soumettre à ce drapeau français, à l'idée de nation française, de France, qui a permis la liberté. Mais du coup, comme elle a permis la liberté, il faut se soumettre. Donc, attention, hein, les phénomènes historiques et géographiques dans leur ensemble sont toujours complexes. C'est rare qu'on ait soit une réponse toute blanche, toute noire, pour s'en faire jeu de mots avec le tableau. Voilà, il faut toujours avoir à l'esprit que l'on peut nuancer toujours le propos. Une réponse possible serait: ce tableau peint en 1849 par François Billard nous permet de comprendre que l'esclavage a été aboli en 1848 par le personnage qui est seul sur l'estrade et qui montre le drapeau français, Victor Schœlcher, au nom des principes d'égalité et de liberté. Alors, j'ai volontairement mis par le personnage qui est seul sur l'estrade et qui monte le drapeau français. Si jamais vous n'aviez pas le nom Victor Schœlcher, ça peut être, voilà, une tentative de votre part de donner un début de réponse. Évidemment, vous ne pourrez pas avoir tous les points, mais quand même vous montrer à votre correcteur que vous avez su analyser le document, que vous avez compris où se trouvait le personnage central de ce document, en parallèle évidemment, on l'avait dit, hein, du couple là qui se prend dans les bras avec les chaînes cassées, brisées. C'est un exemple de réponse possible, et vous voyez que j'ai toujours mis la petite présentation du document à l'intérieur de la réponse pour vous y habituer. Précision, au brevet ou même l'année prochaine, il y aura toujours, enfin très souvent, on vous dit première question, présente le document, deuxième question, quand et par qui l'esclavage est-il définitivement aboli? Donc ça veut dire que la première phrase que j'ai mis en rose à chaque fois, en fait vous allez la dissocier et vous allez la conserver pour la première question qu'on vous posera, et vous garderez la deuxième partie de la réponse pour la deuxième question. Là, on est dans une méthode pour analyser le document, donc j'essaye de vous montrer un petit peu toutes les étapes mélangées. Mais il faut être, voilà, il faut prendre le recul de ce que je vous dis, en fonction des questions qu'on vous pose. Si on vous demande de présenter le document d'abord et de poser une question ensuite différente, vous faites ce qu'on vous demande, hein. Vous dites pas, ah bah non, Madame Bron en quatrième, elle m'avait dit qu'il fallait présenter à l'intérieur de la réponse, donc je présente à l'intérieur de la réponse. Vous vous adaptez, c'est très important, hein, d'arriver à vous adapter aux situations qu'on va vous présenter et qui seront variées au fur et à mesure, déjà que vos enseignants sont différents et puis que vous grandissez et ainsi de suite.
vais passer très vite car la méthode est toujours la même, on a toujours les 3 mêmes étapes que pour les documents précédents. Pour les schémas, c'est encore plus simple car il suffit simplement de prendre une information. Il y a moins le risque de mauvaise interprétation que pour un texte ou une image. Donc d'abord on regarde le schéma une première fois, on lit la question, on s'assure de bien la comprendre, on regarde à nouveau le schéma en ayant en tête ce que l'on cherche. On passe à l'application. On regarde le schéma une première fois, on voit qu'il s'agit des défenses d'une famille ouvrière et d'une famille bourgeoise. Le titre me permet en un seul coup d'œil de savoir de quoi on parle et de résumer en fait le document. Inutile de commencer à regarder les chiffres au risque de perdre du temps puisque de toute façon vous ne savez pas encore ce que vous cherchez. Je peux néanmoins chercher quand même des éléments qui me permettront de présenter le document. Ici, vous avez clairement explicitement présenté la source, donc on vous dit que la source c'est le livre de Monsieur Perrault, Le mode de vie des familles bourgeoises 1873-1953 aux éditions Armand Collin et qui date de 1961. La date 1961, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. En fait, il s'agit d'un historien qui a travaillé sur ce thème-là. C'est pour ça que la date est si récente. Rappelez-vous tout à l'heure la lettre datée de la période historique que l'on étudiait, à savoir les années 1800 et quelques. Là, on a un livre qui date du XXe siècle, donc c'est un livre qui est contemporain de nous, notre période, donc on a affaire à un travail d'historien, un travail de scientifique. Voilà pour cette première étape. Ensuite, on lit la question, on s'assure de bien la comprendre. Comparez les dépenses des deux familles, quelles différences remarquez-vous? Je prends le stylet. La question ici, ça va être de comparer, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre côte à côte deux informations et il va falloir les confronter. Ces deux informations, on vous les précise ici, il s'agit d'informations sur une famille type ouvrière et une famille type bourgeoise. Donc en fait, on va jouer un petit peu au jeu des différences, on va faire la bascule en fonction des thématiques qui vont être présentées. D'accord? Puisqu'on vous dit ici quelles sont les différences que l'on remarque. Vous voyez donc, j'ai lu la question, je l'ai reformulée, c'est-à-dire qu'on nous demande quoi? On nous demande de trouver des différences entre deux familles et en fonction, on ne nous précise pas les thématiques, hein, donc ça veut dire que c'est nous qui allons devoir les chercher. On regarde maintenant le schéma à nouveau en ayant en tête ce que l'on cherche. On cherche des différences entre deux familles. Pour chercher ces différences, on voit dans le schéma que nous avons des thématiques ici avec des couleurs. D'accord? La légende est importante pour comprendre de quoi on parle. La nourriture est en espèce de rose pâle, le logement en violet, l'habillement en orange pâle, le chauffage et la domesticité en bleu, le jaune d'hiver en jaune, et les impôts en espèce de gris. Ah, il n'y en a pas chez les ouvriers, par contre, il y en a chez la famille bourgeoise. Donc ça, c'est une différence déjà entre les deux, puisque les bourgeois vont payer des impôts, alors que les ouvriers ne vont pas en payer. Ça signifie quoi? Ça signifie que si les bourgeois payent des impôts, ça veut dire qu'ils ont plus d'argent, puisque l'impôt va peser sur les familles ayant plus d'argent. L'intérêt pour une famille bourgeoise de payer des impôts, en fait, c'est que du coup, ils vont faire partie des catégories de population qui, en tout cas au début du 19e siècle, vont pouvoir voter, puisqu'on a un vote censitaire, c'est-à-dire qui s'appuie sur le sens. Seules les familles payant le sens vont pouvoir avoir accès au vote jusqu'à 1848 où le vote universel sera décrété. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle thématique, hein, puisque de toute façon on va faire le jeu des différences. Si je prends la nourriture, je me rends compte que 50% des familles bourgeoises consacrent leur budget à la nourriture, alors que les familles bourgeoises ne consacreront que 20% de leur budget. Est-ce que ça signifie que les ouvriers mangent plus que les bourgeois? Pas du tout. Ça signifie que les familles bourgeoises n'ont besoin que de 20%
de leur budget et qu'ils ont beaucoup d'argent pour dépenser autre chose. Alors que les familles bourgeoises vont avoir peu d'argent, donc la moitié de leur budget sera consacré à la nourriture, et que le peu qui leur restera, ils pourront le dépenser pour quelques petites choses en plus. Le logement. On voit que 9% est consacré au logement pour les ouvriers, tandis qu'on a 13% pour les bourgeois. Là, la différence, elle n'est pas significative. D'accord, 9%, 13%, on est toujours autour de 10. Donc là, ça ne semble pas très pertinent de prendre le logement pour comparer. D'accord? Autant la nourriture, on avait 50%, 20%, on avait 30% de différence, c'est assez énorme. Ça veut dire que là, on a la moitié du budget qui est consacré à la nourriture, alors que là, c'est 2 dixièmes, donc c'est pas énorme. Là, c'est une vraie différence. Le logement, bon, pas très intéressant. De la même manière que chauffage et domesticité, 9-12%, pas très intéressant. L'habillement, là, on a peut-être une différence un peu plus importante, 22% pour les ouvriers, 14% pour les bourgeois. Ça peut être un chiffre intéressant. Et le chiffre le plus significatif avec la nourriture, c'est divers. Loisirs, éducation. 6% pour les familles bourgeoises est consacré aux loisirs, à l'éducation, tandis que les familles bourgeoises, 35%. Donc vous voyez finalement quoi? Que une famille bourgeoise va mettre beaucoup plus d'argent dans les loisirs et l'éducation qu'une famille d'ouvriers. En fait, l'analyse que l'on peut en faire, et là quand même, il faut un petit peu interpréter les chiffres, c'est que pour une famille bourgeoise, comme ils ont beaucoup plus d'argent, on vous le précise, 17 000 francs, ils vont pouvoir se permettre de mettre une partie importante de leur argent dans des choses qui sont, entre guillemets, pas superflues, mais en tout cas qui ne répondent pas à un besoin vital. Comme la nourriture. La nourriture, c'est vital. Si vous n'avez pas accès à la nourriture, voilà, vous risquez d'en mourir et vous n'irez pas plus loin. Alors que pour la famille bourgeoise, la nourriture, c'est acquis, c'est bon, il y a le budget pour, donc on peut se permettre de mettre le budget dans des choses qui sont tout aussi importantes, hein, comme l'éducation, mais qui ne répondent pas, dans un premier temps, à un besoin vital. Voilà pour cette première analyse. Donc, on revient sur la question, comparer les dépenses des deux familles, quelle différence remarquez-vous? Tout simplement, sans partir sur l'analyse que j'ai faite là, c'était simplement un petit... Voilà, je suis allée un peu loin, c'était pas la question. On vous demande simplement de remarquer les différences. Je remarque que les ouvriers consacrent la moitié de leur budget à la nourriture, alors que les familles bourgeoises consacrent beaucoup moins d'argent à la nourriture. En revanche, les familles bourgeoises dépensent 35% de leur budget en loisirs et éducation, alors que les ouvriers ne dépensent que 6% de leur budget aux loisirs et à l'éducation. Je peux terminer avec la remarque que seule la famille bourgeoise a suffisamment d'argent pour payer des impôts que la famille ouvrière ne paie pas. Je suis passée très vite sur le schéma parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, surtout pour une vidéo de méthode. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez passer maintenant au test sur Cuisinière. Avant de vous lancer, assurez-vous bien de maîtriser la compétence. Vous pouvez recommencer la présentation des documents que je vous ai proposés seul en coupant le son. Le test Cuisinière ne va pas évaluer vos connaissances, là on est toujours sur de l'évaluation de compétences. Donc je vais vous proposer plusieurs documents. Et il faudra faire un petit peu comme pour la présentation, veiller à l'orthographe et aux détails dont je vous ai fait part tout au long de la vidéo. Vous avez toujours une semaine pour le faire, je mettrai en ligne les résultats à partir de vendredi soir. Les retardataires, vous pourrez toujours faire le test, mais après le week-end. Le week-end, je voudrais vraiment qu'il soit consacré aux élèves qui veulent consulter leurs corrigés, les commentaires que j'aurai mis sur leur travail, et puis les retardataires, ça sera à partir de la semaine prochaine, et ainsi de suite.